Je vais maintenant prendre au téléphone notre cher Éric Vérag, qui fut aussi invité il y a quelques mois et bon, qui revient pour nous faire part d'un point de situation sur la crise covidienne et son inscription dans le contexte du Great Reset, auquel il a consacré un lumineux petit ouvrage dont je rappelle les références, le Great Reset, mythe et réalité, tout ça au pluriel, donc chez Culture et Racines. Éric, m'entendez-vous? Mais bien sûr, mon cher Pascal, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, fort et clair, comme on dit dans le jargon Ah ben militaire. voilà, Mais très écoutez, bien. voilà, j'ai souhaité vous entretenir à nouveau, bon, par rapport à l'actualité donc covidienne, si je puis dire. Bon, nous nous sommes vus au printemps dernier. Entre-temps, il y a eu bien sûr cette fameuse proclamation de notre leader Maximo le 12 juillet, qui introduit la France donc dans une logique de traçage et d'identité numérique, de surveillance numérique. Et puis il y a bien sûr bon tous les articles très très fouillés et très pertinents que vous avez publiés depuis sur votre site Le Courrier Stratège. Je vous rappelle que vous en êtes le fondateur et le directeur, et d'ailleurs j'encourage à cet égard tous nos auditeurs à le consulter très régulièrement. Ils y trouveront beaucoup de choses qui concernent notamment bon, mais ce contexte particulier et le sens qu'on doit lui donner. Alors, si je puis dire, mon cher Eric, comment aujourd'hui, avec ce recul que nous avons là depuis quelques mois, inscririez-vous les mesures sanitaires qui ont été prises depuis, en France d'un premier temps et ensuite bon, dans le monde occidental, pour faire simple, dans le contexte du Great Reset, dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé il y a quelques mois, bon, les promoteurs du Great Reset, Klaus Schwab, notamment un des co-auteurs de ce fameux texte qui est sorti il y a un peu plus d'un an, bon, disait bien, elle annonçait la couleur en disant que cette crise pandémique est une formidable opportunité de faire avancer un agenda. Alors, en fait, en France en tout cas, mais on va évoquer le sujet plus largement. En France, je recommande à tout le monde d'aller sur le site de l'assurance maladie, le site Amélie, qui explique la stratégie de lutte contre le Covid déployée par le gouvernement. Et le site Amélie fait explicitement référence au contact tracing, c'est-à-dire au retraçage des contacts entre les personnes. Et c'est une expression qui vient du livre de Klaus Schwab, le Great Reset, qui a théorisé la différence entre le contact tracing et le contact tracking. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas de forme d'ambiguïté sur la proximité idéologique, sur, on va dire, la sympathie, au sens propre du terme, qui existe entre les propositions du Great Reset ou les analyses du Great Reset et les politiques publiques menées en matière de santé en France, puisqu'elles se réclament du même mot, du même concept, de la même orientation. Donc on voit bien qu'en France, il y a aujourd'hui une stratégie de lutte contre le Covid qui est inscrite dans le Great Reset de Klaus Schwab, avec probablement quelque chose que Klaus Schwab n'a pas osé espérer aussi clairement, qui est la mise en place d'un crédit social à la chinoise, si l'on accepte l'hypothèse que le pass sanitaire est bien un outil de crédit social à la chinoise, c'est-à-dire que ceux qui résistent à la politique du gouvernement sont discriminés. Ils peuvent plus aller au concert, ils peuvent plus aller dans les bibliothèques publiques, ils peuvent plus prendre les TGV. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, quand même si on n'a pas le droit de le dire explicitement. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est effectivement que cette politique de pass sanitaire discriminatoire, j'allais dire ségrégeant, pour utiliser un néologisme qui dit ce qu'il veut dire. Cette politique que la France a portée, la France a été la première à porter de façon aussi affirmée la logique du pass sanitaire et à la faire durer depuis maintenant 3 mois. Cette politique s'est mise en place au niveau européen, alors, dans un arrière-fond de propagande c'est la solution pour éviter les épidémies. On va reprendre ce dossier dans 3 ou 4 semaines lorsque la 5e vague va arriver, et on va s'apercevoir qu'avec une population vaccinée à 85% et des passes sanitaires, il y a quand même des reprises épidémiques. Mais
on voit bien que sur ce fond doctrinal qui est le pass sanitaire et la solution pour lutter contre l'épidémie, les pays européens et de nombreux pays dans le monde se sont mis à eux-mêmes adopter la logique de pass sanitaire. Alors, c'est assez ahurissant, si vous voulez, parce qu'on voit que des pays très libéraux comme la Suisse ou comme le Luxembourg sont aujourd'hui sur la même ligne discriminatoire que la France, ce qui pose un vrai problème. La question, c'est quel est le lien entre le Great Reset et cette internationalisation, cette mondialisation de la ségrégation entre vaccinés et non vaccinés, présentée comme une solution pour lutter contre l'épidémie. Alors, la réponse est dans le Great Reset, par l'intermédiaire des instances multilatérales comme le G7 ou le G20. Vous savez que le Great Reset, son pilier de fond consiste à dire que le multilatéralisme, c'est-à-dire ces grandes instances comme l'Union européenne, mais l'ONU, l'OMC, le G7, le G20, le Fonds monétaire international, etc. Pour le Great Reset, ces instances multilatérales sont ce qui sauvera le monde. Et le pass sanitaire est aujourd'hui une mesure qui est mise en place par des décisions prises au niveau du Conseil européen, prises au niveau du G20 ou prises au niveau du G7. Je recommande à tout le monde sur le courrier des stratèges. La semaine dernière, cette semaine, j'ai produit une analyse en début de semaine des décisions du G20 de la semaine dernière, du G20 de Rome. Et le G20 a effectivement redit tous les bienfaits de la politique de lutte contre le Covid par l'intermédiaire du pass sanitaire, etc. Alors même si ce n'est pas toujours dit de façon aussi, avec des mots aussi cash, les phrases sont explicites et expliquent qu'il y a une stratégie internationale qui est pilotée par les instances multilatérales, une stratégie internationale de lutte contre le Covid qui passe par un certain nombre d'items, de passages obligés. Et le pass sanitaire fait partie aujourd'hui des fétiches, des objets fétiches du multilatéralisme et de la caste mondialisée qui a décidé de resserrer sa domination sur le monde à travers ces instances multilatérales. Donc aujourd'hui, on voit bien, pour répondre à votre question de façon plus ramassée, que le Great Reset inspire les politiques de pass sanitaire, de vaccination générale, etc. Et il inspire l'ensemble des pays du monde qui appartiennent à ces instances multilatérales et qui s'entendent dire qu'elles doivent pratiquer, qu'elles doivent mettre en œuvre ces prescriptions politiques qui sont données dans les instances multilatérales. Alors, comment analysez-vous le fait que certains pays ne sont pas encore entrés dans cette logique liberticide? Je pense notamment à certains pays scandinaves. Bon, il y a encore le Royaume-Uni. Est-ce que ce n'est que selon vous qu'une question... C'est plus discutable. Oui, c'est plus discutable. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on risque d'avoir un retour un petit peu de cette tentation. Est-ce que on peut attribuer ça au fait que il y a pas vrai, il y a plusieurs niveaux, enfin plusieurs vitesses de mise en pratique et en acte de ces politiques. Est-ce qu'il y a des dissensions au sein de la caste mondialisée avec des situations particulières? Je pense notamment à la Suède, qui avait été échaudée déjà par la gestion calamiteuse du premier SARS-CoV. Je pense que la classe politique locale s'en souvient. Voilà, à quoi attribuer à la fois peut-être une concertation, une coordination des élites occidentales de la caste mondialisée davosienne, ou un réflexe mimétique, ou des dissensions aussi qui peuvent se faire un jour, ou à moins que ce soit qu'une question de temps, en fin de compte, de certaine manière. Alors, je pense que c'est un mélange de l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en Europe, l'Union européenne, la Commission européenne est aux avant-postes pour généraliser. Alors, ce que dans les comptes rendus du G20, du G7, du Conseil européen, on appelle les bonnes pratiques. Donc, ce qui est écrit très clairement, c'est qu'on doit échanger les bonnes pratiques et généraliser les bonnes pratiques de chaque pays. Donc, la Commission européenne considère, pour tout un tas de raisons liées à ses projets propres d'identité numérique, la Commission européenne considère que le pass sanitaire, par exemple, est une bonne pratique. Et donc, le Conseil européen dit aux États membres: mettez en place des passes sanitaires.
Alors, c'est là qu'il faut comprendre que ça relève du soft power, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de le mettre en œuvre, c'est le choix des États de le faire ou pas. Et force est de constater que tous les pays de l'Union européenne ont la tentation de le faire, à des degrés divers, avec plus ou moins d'enthousiasme. Certains, en effet, comme la Suède, ont fait un choix stratégique autre, mais c'est le droit de chaque État membre de refuser ces prescriptions du Conseil européen, puisque ce n'est pas une compétence de la Commission européenne à ce stade que de mener la lutte contre les épidémies. Mais il faut que les Français soient conscients qu'il y a bien un projet inscrit dans le Conseil européen de charger l'Agence européenne du médicament et la future agence HERA, HERA, qui sera une agence de lutte contre les épidémies, à l'équivalent du CDC américain. Il y a bien un projet aujourd'hui de renforcer des agences européennes pour qu'elles bénéficient d'un transfert de souveraineté qui leur permettra d'imposer ces politiques à la place des gouvernements et d'écraser les résistances nationales quand il en reste. Pour ce qui concerne la Grande-Bretagne, c'est le même sujet, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne et donc elle ne s'est pas engagée à se coordonner et à coordonner ses bonnes pratiques avec celles de la Commission européenne. C'est le principe même du Brexit. Donc ça explique très largement pourquoi l'Angleterre, qui reste fondamentalement libérale, résiste au pass sanitaire. Mais on va voir en effet combien de temps, puisque vous savez qu'il existe un parti, si j'ose dire, du pass sanitaire en Grande-Bretagne, et que la politique de Boris Johnson est critiquée, controversée dans son propre pays, et que par ailleurs, la Grande-Bretagne n'a rien à nous envier dans l'activisme en faveur du vaccin, puisqu'elle héberge AstraZeneca et que le vaccin anglais est évidemment un fer de lance de l'industrie britannique, et que Boris Johnson, si j'ai bien compris, n'exclut pas de durcir très très fortement les peines, en tout cas les sanctions, à l'égard des gens qui exprimeraient une forme de scepticisme vis-à-vis du vaccin. Donc il ne faut pas faire d'angélisme vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit sortie de l'Union européenne lui permet d'échapper à cet échange de bonnes pratiques, à cette coordination des bonnes pratiques que revendique le Conseil européen. Le G7 et le G20 ne disent pas autre chose. Eux-mêmes disent qu'il faut qu'on s'échange les bonnes pratiques. Les conclusions du G20 de Rome du 25 octobre sont sans appel sur ce sujet. Elles disent qu'il faut qu'on échange les bonnes pratiques. Best practices en anglais. Et donc, il y a bien cette idée qu'à un moment donné, quand un pays a trouvé une bonne solution, et la propagande nous dit que le pass sanitaire est une bonne solution, mais je le redis, on reprendra ce dossier dans un mois et on en rediscutera. Mais la propagande officielle dit que le pass sanitaire est une très grande solution. Je source quand même mes affirmations. Quand je parle de propagande officielle, c'est par exemple le rapport du député Jean-Pierre Pont, qui est rapporteur de la loi de sortie de crise sanitaire, et qui expliquait que le pass sanitaire nous avait sauvés cet été. Ce qui est totalement délirant. Mais donc il y a aujourd'hui un discours officiel qui affirme que le pass sanitaire est une solution. Et donc lorsqu'un pays prétend avoir trouvé une solution, la coordination multilatérale à travers le G20, le G7, l'OMS pousse tous les autres pays à les imiter. Évidemment, c'est au choix des pays, mais lorsque vous proposez à un gouvernement de quelque pays qu'il soit de renforcer ses pouvoirs et de légitimer une mise sous surveillance générale de sa population et une mise sous contrainte de sa population, il est rare que les gouvernements disent non. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voilà, deux remarques pour finir, mon cher Eric, donc concernant le cas hexagonal, le cas français. Là, j'ai une remarque d'auditeur qui m'indique à l'instant qu'on parlerait maintenant, là c'est un changement sémantique, non plus de passe sanitaire, mais de passe vaccinal. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que je voudrais vous voir... C'est pas que sémantique, comme ça veut oui, dire oui, c'est pas que sémantique, bien sûr, mais bon... Ça veut dire qu'on n'aurait plus droit au test, on serait obligé de se vacciner et on ne pourrait plus présenter un test PCR. Mais là, ça va très loin. Ce qui est un suicide politique. Oui, mais espérons-le en tout cas dans ce problème. Et d'autre part, je voudrais aussi signaler à nos auditeurs, s'ils suivent attentivement les publications de votre site, que vous avez aussi vous avez indiqué qu'il y avait un acteur dont il fallait souligner le rôle dans justement cette perspective d'identité numérique que l'on veut mettre en place dans notre pays et sur un plan plus général, bien sûr,
dans le monde occidental, c'est l'implication de Thalès dans cette question, et puis les liens éventuellement, j'ose même pas parler de conflits d'intérêts, encore que, qui pourraient être mis en évidence tôt ou tard, en tout cas concernant le cas français, mais Thalès, d'après ce que vous avez publié, est impliqué aussi dans ce processus. Oui, parce que Thalès fournit des solutions, pour aller vite, Thalès fournit des solutions informatiques pour mettre en place l'identité numérique, dont le pass sanitaire est un des volets. Et donc Thalès investit au niveau européen. Les investissements de Thalès, évidemment, ne seront pas rentabilisés seulement en France, mais il y a un projet de la Commission européenne de mettre en place une identité numérique européenne, et Thales est bien entendu l'un des investisseurs, l'un des industriels les plus en pointe sur ce sujet, et donc se livre à un lobbying permanent de la Commission européenne pour développer le pass sanitaire, l'identité numérique, l'euro numérique, puisque tout cela est lié in fine au Great Reset monétaire. Peut-être, Pascal, aurons-nous l'occasion un jour de parler plus longuement de ce Great Reset monétaire qui doit intervenir en 2025 et qui est en réalité le vrai grand sujet qui doit nous préoccuper, parce que les mesures de surveillance auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui et les mesures de ségrégation dont nous sommes victimes, aujourd'hui le pass sanitaire met en place un apartheid qui nous stigmatise, nous les non-vaccinés, c'est de la gnognotte par rapport au Great Reset monétaire qui s'annonce en 2025 et qui consistera à mettre en place un euro numérique qui permettra de fliquer toutes les transactions. Et oui, la disparition programmée du cash, là, c'est dans l'agenda des autorités européennes. Tout ça est une politique très suivie. Mais écoutez, je ne manquerai pas de vous inviter. D'ailleurs, j'envisage de vous faire intervenir régulièrement pour faire l'actualité de ces questions. En tout cas, mon cher Eric, je vous remercie de nous avoir... volontiers. Volontiers, ce sera un plaisir partagé. Donc, je ne peux qu'encourager nos auditeurs à se rendre très régulièrement sur votre site, le Courrier des Stratèges. Je vous remercie de ces analyses tout à fait éclairantes. Et je rappelle votre lumineux petit ouvrage sorti il y a quelques mois aux éditions Culture et Racines, le Great Reset, donc je traduis quand même la grande réinitialisation, mythe et réalité, et j'encourage vivement les auditeurs qui ne l'ont pas fait à se le procurer et à le lire attentivement. Je vous dis à très bientôt, mon cher Eric. Merci Pascal, bonne journée. Bonne journée, au revoir.